Bonjour à tous et à toutes, bonjour Carla. Bonjour. Bienvenue sur ce live Twitch organisé par les Master 2 en journalisme de Logicam. On va rester ensemble pendant près d'une heure avec notre invité pour échanger sur la situation politique de la France après la nomination du nouveau Premier ministre François Bayrou vendredi dernier. Si vous avez des questions tout au long du live, on vous laisse nous les poser directement dans le chat, mais également sur X via le hashtag LivePaulEJCam. En cette fin d'année, vous êtes peut-être un peu perdu au niveau politique. Pas de panique. Nous allons décrypter ensemble l'année politique 2024. La question que l'on se pose aujourd'hui, la France est-elle devenue ingouvernable ? Avec nous sur le plateau, François Tonneau. Bonjour. Bonjour, journaliste politique à la Provence. Mais sans plus attendre, voici le programme. Vendredi après-midi, le 4e Premier ministre de l'année 2024 a été nommé. Il s'agit de François Bayrou. Et vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Nous allons revivre ensemble les plus grands moments politiques de l'année. François Bayrou est-il l'homme de la situation ? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre en deuxième partie de ce live. Enfin, vous avez peut-être des questions sur l'avenir de la France. Quelles seront par exemple les personnalités du gouvernement ? Qu'adviendra-t-il du budget 2025 ? Ou encore comment Emmanuel Macron gérera ses 2 dernières années de mandat ? Nous verrons tout ça ensemble avec nos journalistes et nos experts. Et on commence tout de suite avec une première partie sur la crise de 2024, comment on en est arrivé là. Dissolution, motion de censure, 4 premiers ministres en un an. L'année politique 2024 a été plutôt chargée. Je vous propose que l'on revienne ensemble sur les coups de théâtre de l'année à travers cette vidéo de Maëva Valli et Héloïse Drouet. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement. Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. On vous résume les retournements politiques de l'année. Le Rassemblement national arrive largement en tête. Il fait le double de Renaissance. Le Rassemblement national arrive en tête aux élections européennes. Mais ce qui étonne le plus, c'est l'écart colossal avec Renaissance. La défaite du président Emmanuel Macron est cinglante et il réagit sans attendre. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette annonce provoque un véritable séisme politique, notamment parce que la dynamique est favorable à l'extrême droite. Jordan Bardella se trouve alors aux portes de Matignon. J'entends être un Premier ministre de cohabitation. En seulement 4 semaines de campagne, les retournements politiques s'enchaînent. Le 30 juin, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour. Le président des Républicains, Éric Ciotti, décide de s'allier au RN, ce qui donne lieu à des scènes complètement lunaires. Il s'enferme dans son bureau pendant que les autres membres du parti tentent de le destituer. Fais pas le con, Éric! Si tu descends maintenant, il n'y aura pas de représailles! Du côté de la gauche, les partis s'unissent difficilement pour former le nouveau Front populaire. Au second tour, un front républicain NFP Renaissance s'organise pour faire barrage à l'extrême droite. Contre toute attente et avec un taux de participation record, le nouveau Front populaire arrive en tête avec 193 sièges devant le camp présidentiel et le RN. Pas de majorité absolue, l'instabilité s'installe. Emmanuel Macron attend 51 jours avant de nommer son nouveau Premier ministre. Ce sera finalement Michel Barnier, un homme de droite issu des Républicains, soit la 4e force aux élections. Au travail. Le 2 décembre, Michel Barnier active le 49.3 pour faire adopter le budget 2025, mais ça ne passe pas. La première motion de censure est adoptée. Michel Barnier devient officiellement le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Avec nous en plateau, François Tonneau pour décrypter l'année politique 2024. François, on a eu 4 premiers ministres, plusieurs 49.3, une motion de censure, une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous vivons une drôle d'année 2024, qu'en pensez-vous ? On peut dire que vous avez de la chance, vous qui étudiez ça et qui allez être journaliste. C'est vrai que c'est inédit, donc c'est hyper intéressant quand on est observateur politique de vivre ça. En même temps, c'est assez déstabilisant, y compris quand on est professionnel, parce qu'on se rend compte que 5 ans après la disruption d'Emmanuel Macron, au fond, où il avait déjà mis fin au clivage des partis politiques, et donc il nous avait invités à revoir notre façon d'observer la politique. À nouveau, il nous propose quelque chose d'inédit, il renverse la table, là où personne vraiment ne l'attendait, personne n'avait vu venir ça. On se doutait bien des résultats des européennes à l'époque. Le fait qu'ils dissolvent, ça a vraiment été un choc pour tout le monde, et on a vu que depuis, ça a été
en plus d'un choc, une erreur politique fondamentale dont il est le seul aujourd'hui à ne pas se rendre compte, quoi. Et selon vous, ça a été le plus gros tournant de l'année politique 2024 ? Ouais, cette même dissolution peut-être un des plus gros tournants de la Ve République, honnêtement, puisqu'il a amené à des situations qui rappellent, qui sont inédites sous la Ve. Je vous rappelle que Michel Barnier, c'est le deuxième Premier ministre à être viré par le Parlement, à subir une motion de censure. En plus, c'est pas la même motion de censure qu'en octobre 62. Là, c'est une censure qui a été provoquée par un 49-3, ça s'était jamais arrivé. Avoir un Premier ministre qui dure 3 mois, c'est jamais arrivé non plus. Et puis, comme vous le soulignez dans le petit reportage, 4 Premiers ministres en une année, ça, voilà, et ça va continuer, clairement. Donc, c'est inédit, ouais. Et comment vous, avec votre regard de journaliste politique, vous expliquez cette instabilité ministérielle ? Tout simplement parce que la dissolution a provoqué un petit séisme. Les électeurs, qui sont tous des idiots, qui sont capables de réagir collectivement et de faire passer un message collectif, ont dit à Emmanuel Macron, ok, on veut bien te faire encore confiance, faire confiance à ta majorité, mais tu l'auras plus comme avant. On va te mettre à l'épreuve un peu. Et je crois vachement à ça, moi. Enfin, je crois beaucoup que les électeurs ont un vrai rôle dans la démocratie. On parle beaucoup d'abstention, etc. Mais non, ceux qui votent, en tout cas, ils laissent passer un message. Le message, c'est ok, on y va, on a envie que ce soit Marine Le Pen, mais on a encore une petite réticence, on pense qu'elle n'est pas encore mûre pour avoir le pouvoir, donc on va jouer le Front républicain une dernière fois. Et on va laisser une chance au centre politique. Résultat, une Assemblée nationale coupée en 3 blocs, à peu près équivalents, avec des batailles internes, on a bien vu déjà que la gauche est en train d'exploser. Et donc une instabilité politique qui va de fait avec l'impossibilité de constituer une majorité. Bon, la récente chute du gouvernement Barnier, on l'a vu, fait réagir évidemment chez nous, mais aussi à l'étranger, de Londres à New York, en passant par Madrid. Éléonore, toi, tu as travaillé sur la perception de la crise politique en France par la presse étrangère. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un tour d'horizon des titres ? Mais oui, tout à fait. Bien, depuis la motion de censure du 4 décembre dernier qui a renversé le gouvernement, la presse étrangère s'affole. En témoignent les métaphores sur un éminent saut dans le vide qui ne manque pas. Exemple avec la Libre Belgique pour qui, jusqu'à la dernière minute, Michel Barnier a tenté d'éviter le précipice. Ou encore avec le Manager Magazine allemand qui va jusqu'à dire que la France danse au bord du volcan. Mais qu'est-ce qui inquiète particulièrement dans cette crise, Éléonore ? Et ce sont principalement ses conséquences sur l'économie, et ça, on en reparlera plus tard dans le live, restez avec nous. Mais le report de la loi de budget 2025 n'arrange rien aux inquiétudes quant à la dette française. Ce magazine allemand, Manager, compare la situation de notre pays à celle de la Grèce en 2010, et il est loin d'être le seul. Aux États-Unis, le Wall Street Journal titre même un de ses éditos par « La France est-elle devenue la Grèce sur scène ?» Enfin, autre inquiétude en Autriche, avec 10 presses qui s'offusquent du timing de Macron. Il paralyse la France, seule puissance nucléaire du continent, au pire moment face à la montée des tensions géopolitiques. Et si Michel Barnier était plutôt épargné, on va dire, par la presse internationale, Emmanuel Macron, à l'inverse, c'est plutôt pointé du doigt, non ? Oui, El País le désigne comme un magicien raté, et dans la métaphore, Michel Barnier est le dernier lapin de son chapeau. Le journal évoque l'aveuglement d'Emmanuel Macron, qui serait seul responsable de cette crise politique, mais il n'y a pas que le quotidien espagnol qui le désigne comme coupable. Outre-Rhin aussi, on ne s'en prive pas. Je cite, le président, un homme imbu de lui-même qui prétendait au début vouloir réinventer l'Europe et faire obstacle à l'extrême droite, a perdu le fil et le pouvoir de faire avancer les choses. C'est ce qui est écrit dans le quotidien allemand Die Welt, qui compare d'ailleurs la scène politique française à un jeu de gladiateurs. Et comment le nouveau Premier ministre François Bayrou a été perçu par la presse internationale ? Alors, il y a pas mal de portraits du nouvel occupant de Matignon dans les colonnes internationales. Dans ces articles, il y a souvent cette allusion au côté campagnard de Bayrou, que lui-même revendique. Le Guardian britannique titre d'ailleurs d'agriculteur à Premier ministre, dans le même ton que la Vanguardia espagnole, qui de son côté titre François Bayrou entre l'élevage de chevaux et la politique. Beaucoup reconnaissent la dureté de la tâche qui attend François Bayrou, que le journal italien La Repubblica compare d'ailleurs à la montée de l'Himalaya, une phrase prononcée par le nouveau Premier ministre lors de la passation de pouvoir, et d'autres s'interrogent sur la longévité de ce 4e Premier ministre de l'année. Pour le journal autrichien Der Standard, François Bayrou est sur le siège éjectable de Matignon.
Décidément, les étrangers ne font pas de cadeaux. Non, pas vraiment. Et alors, que pensent les Français ? Revenons en France, direction le Vieux-Port de Marseille, avec Lise et Méline, pour savoir si les Marseillais ont bien suivi l'actualité politique 2024. Vous pourriez me citer les 4 premiers ministres qu'il y a eu cette année ? Voilà. Elisabeth Borne, il y a eu le petit Eugène, il y a eu François Barnier. Alors il y a eu Borne, Attal, Barnier, et le dernier c'est pas grave. Et c'est quoi l'événement politique qui t'a marqué cette année ? La dissolution. La dissolution. La dissolution, bien sûr. Il y a que notre cher président qui a trouvé ça normal. Sur Bayrou, est-ce que ça peut être un peu une réponse à tout ce qui se passe en ce moment ? François Bayrou. Ah, c'est lui le dernier là. Pour vous dire, je vous dis, je suis plus. Ah, il est passé Premier ministre. Je sais pas, pour moi il a une attitude un peu... Il est de l'ancienne époque et je suis pas convaincu. Je crois qu'il a assez d'expérience en politique, mais je sais pas s'il a assez le punch pour convaincre tout le monde, on verra. Bon, difficile d'être à la page avec tous ces retournements de situation. Peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas répondu à toutes vos interrogations. Donc nous sommes ici sur le plateau avec François Tonneau pour y répondre. N'hésitez pas à continuer de poser des questions via le chat. Tamara, peut-être qu'on a déjà quelques questions dans le chat. Je me permets de regarder sur mon téléphone pour voir les questions. Alors, la première question, je la lis. Le présidentialisme a-t-il été grandement affecté pour les années à venir par cette fin de mandat d'Emmanuel Macron ? Peut-être que vous pouvez nous aiguiller un petit peu plus. C'est une bonne question, effectivement. Oui, le présidentialisme tel qu'il était pensé par le général de Gaulle lors de la constitution de la Ve République, oui, il est sévèrement écorné. On est même revenu, on entend beaucoup parler d'un retour au régime parlementariste. C'est vrai que la manière dont Emmanuel Macron a utilisé la Constitution, vous savez, on a souvent parlé de Jupiter, un petit peu comme il y a eu l'hyper-président Sarkozy à une époque, on a parlé du Jupiter Macron. C'est vrai que ça n'a pas donné une image très horizontale de la démocratie. Au contraire, ça l'a verticalisée. Donc forcément, on a vu la crise des Gilets jaunes, les corps intermédiaires qui ont été secoués, les syndicats, les collectivités locales, les maires, tout ça qui se sont un petit peu rebiffés contre Macron. La verticalité liée au présidentialisme de cette constitution-là a été un petit peu exacerbée, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on cherche de l'oxygène à cette démocratie, donc on va chercher à l'horizontaliser, à lui donner un petit peu plus d'air avec les corps intermédiaires que je vous citais. Après, on pourrait y revenir, mais le parlementarisme a aussi ses défauts. C'est aussi le fruit de situations qu'on n'arrive pas à bloquer, ou qui sont au contraire tellement bloquées qu'on n'arrive pas à les débloquer. Mais bon, bref, la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, disait Churchill, je crois. Donc on est en plein dedans. On y reparlera tout à l'heure dans une troisième partie avec Maëva notamment qui a une chronique sur ce sujet-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la seconde partie, donc sur François Bayrou, le nouveau Premier ministre. Carla ? En effet, après un bras de fer surréaliste, Emmanuel Macron a fini par nommer François Bayrou Premier ministre. Mais qui est cet homme ? Tamara, vous avez mené votre enquête, pouvez-vous nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, à 73 ans, François Bayrou devient Premier ministre. L'homme a toujours fait partie du paysage politique et le chemin a été très long avant d'atteindre son nouveau poste. Le professeur agrégé de lettres classiques exerce plusieurs mandats de député avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. Il reste en fonction 4 ans. Il se présente 3 fois à la présidentielle. Une première fois en 2002, mais à quelques jours du premier tour, il gifle un enfant qui, selon lui faisait les poches. Et cette séquence d'une gifle donnée à un enfant qui, dit-il, lui faisait les poches. En 2007, il atteint les 18% au premier tour. Il devient, à ce moment-là, le 3e homme et réalise ce qui sera son meilleur score à une élection présidentielle. En 2012, il est encore éliminé au premier tour et appelle cette fois à voter pour François Hollande,
contre Nicolas Sarkozy. 2 ans plus tard, en 2014, il se reconcentre sur une politique plus locale et il est élu maire de Pau. C'est d'ailleurs là-bas qu'il entraîne toujours ses chevaux, une passion qui lui est très importante. Et oui, François Bayrou est très attaché à son terroir et à sa région. En 2017, il décide de ne pas se représenter à l'élection présidentielle pour laisser la place à Emmanuel Macron, auquel il apporte son soutien. Ils resteront très proches jusqu'à maintenant. François Bayrou est nommé garde des Sceaux sous le premier gouvernement Philippe, mais il n'y reste qu'un mois. La raison, il est poursuivi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, affaire dans laquelle il sera relaxé. En 2020, il est nommé haut commissaire au plan. Son rôle, remettre de l'ordre dans le pays après la pandémie. Et cette année, consécration, parce qu'après 45 ans d'expérience politique, et à défaut d'avoir l'Élysée, François Bayrou à Matignon. Merci beaucoup Tamara pour ce portrait. François, Tonneau, je vous propose qu'on échange un petit peu sur la nomination de François Bayrou, un autre François. Donc comme l'a dit Tamara, ça fait des dizaines d'années qu'il attend ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que effectivement c'est une consécration pour François Un bâton de maréchal ? Non, parce que la consécration pour lui, ça aurait été d'être président de la République. Tamara l'a dit, il a pas été très loin du second tour. En 2007, je crois qu'il atteint pas loin de 17% des voix. Je me souviens d'un bain de foule sur le Vieux-Port assez étonnant. Donc non, c'est pas un bâton de maréchal. Après, il a 73 ans, c'est comme Michel Barnier. On commence à arriver en fin de vie politique. Et donc, forcément, je dis que c'est l'occasion ou jamais d'y aller. De toute façon, il n'a plus de chance pour la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus, Tamara rappelait qu'il avait été relaxé en 2021, après, dans l'affaire des assistants parlementaires. Il faut oublier que, un, il était relaxé au bénéfice du doute, et que, deux, il y a toujours des appels dans cette histoire, des recours, donc il peut encore très bien être condamné, donc autant qu'il en profite. Après, oui, c'est quelqu'un qui, quand on regarde son parcours politique, on se dit qu'effectivement, c'est peut-être the right man at the right place, comme on dit, en bon français, mais ça reste une solution intermédiaire. Enfin, voilà, c'est clairement un Premier ministre de transition qui est là. Ça ne peut pas incarner l'avenir. Enfin, ça va être difficile à le faire avaler aux gens, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que François Bayrou a forcé la main d'Emmanuel Macron à l'issue d'une matinée chargée en négociation ? Ça, j'y étais pas, mais manifestement, d'après ce qu'on nous dit à nous, c'est que oui, il a forcé la main. Emmanuel Macron aurait sans doute préféré Sébastien Lecornu, pour plusieurs raisons qui sont évidemment politiques, parce que François Bayrou est un petit peu plus à gauche, il n'a pas peur de dire les choses, c'est un des rares qui puisse dire les choses Emmanuel Macron et le mettre face à ses contradictions. C'est quelqu'un qui va discuter de la réforme des retraites, et la grande peur d'Emmanuel Macron, en dehors de voir arriver Marine Le Pen à l'Élysée, c'est quand même qu'on détricote ces réformes. Et François Bayrou est capable d'engager des discussions là-dessus, alors que Lecornu aurait été une continuation. Donc il lui a dit, voilà, c'est simple, soit tu mets Lecornu et je brûle les vaisseaux, je crois que c'est les termes qu'il employait, je brûle tous les vaisseaux, autrement dit, il fait exploser ce qui reste du bloc central, soit tu me laisses y aller. Donc pas trop le choix, il l'a laissé y aller, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, pour Emmanuel Macron, c'est un peu qui tout doux, parce qu'il a intérêt à lui faire confiance. Si jamais François Bayrou chute vite, il en sera aussi responsable, donc il risque de chuter, de fragiliser encore plus sa destinée. Et est-ce que Lecornu aurait pu être un bon Premier ministre, peut-être ? Alors ça, je ne sais pas, faut lui demander, mais en tout cas, c'est un ministre des Armées qui reste à son ministère depuis pas mal de temps, pas mal de gouvernements, sans doute parce qu'il est compétent, mais d'abord parce qu'il détient des secrets qu'on ne refile pas comme ça à l'un à l'autre, un petit peu comme un sous-ministère. Les armées, c'est assez sérieux, surtout dans une période de conflit aux portes de l'Europe. Donc il a acquis une légitimité évidente, sans doute une crédibilité politique aussi. De là en faire un bon Premier ministre, c'est rien à voir quand même, hein. C'est pas la même chose, quoi. Et le parcours politique de Sébastien Lecornu est quand même assez restreint pour pouvoir prétendre un portefeuille comme Matignon. Je me permets de vous partager une question qui vient du chat. Sébastien Lecornu va-t-il digérer le fait de perdre le poste de Premier ministre à cause de la crise de Bayrou ? Oui, non, mais en politique,
Est-ce que cela peut On s'agite peut-être beaucoup, mais on fracturer digère. davantage le camp macroniste? Non, je crois que le camp macroniste, il est déjà assez fracturé comme ça. Et je pense que s'il faut chercher quelqu'un pour enfoncer ou remuer les couteaux dans la plaie, ce sera plutôt du côté de Gabriel Attal, qui lui a toujours pas digéré d'avoir été évincé il y a 3 mois, enfin il y a un peu plus de 3 mois maintenant, en tout cas qui a été remplacé par Michel Barnier. Lui, il n'a pas digéré, ça c'est clair. Sébastien Lecornu, au fond, il n'avait pas grand-chose à perdre, ni à gagner d'ailleurs, à être Premier ministre, si ce n'est monter sur le siège éjectable dont parlait Tamara. Donc non, il va pas faire la gueule, hein, je pense pas. Hein. D'accord. Au contraire, hein, c'est Bayrou qui va essuyer les plâtres là. Et vous disiez tout à l'heure par rapport à François Bayrou, right man at the right time. C'est quoi ces qualités à François Bayrou, hormis le fait du coup de dire les choses? Ouais, mais déjà c'est pas mal ça. Hein. Au moins c'est quelqu'un qui procrastine pas, vous savez, ce terme très macronien là, qui consiste à remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Lui, il met plutôt les pieds dans le plat. Et c'est aussi quelqu'un qui a appris à négocier. Il a été député européen. Vous savez que l'Europe, Michel Barnier aussi y est allé, et c'est pour ça aussi qu'il a cette capacité de négociateur. L'Europe, c'est apprendre à faire des compromis avec les autres, avec des gens d'autres partis, d'autres pays, qui ne sont pas forcément dans votre obédience, mais qui au fond pensent un peu les mêmes choses que vous sur certaines choses. J'arrête de le toucher aux lunettes. Au fond, du fait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Les qualités. Ouais, les qualités de François Bayrou, négociateur, quelqu'un qui est madré. Vous savez, madré politiquement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'habitude des choses trappes, qui va pas se faire avoir dans des tas de pièges. Ok. Lui, au moins, il saura dire les choses. Et puis, il faut pas oublier que Michel Barnier était un petit peu comme un pantin tenu par le fil de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. François Bayrou, lui, il a déjà donné des gages à Marine Le Pen. C'est lui qui l'a parrainé, par exemple, en 2022 pour la présidentielle, en disant au nom de la démocratie, je lui donne mon parrainage. Et c'est aussi quelqu'un qui est prêt à pousser à bout la réforme de la proportionnelle, ce que désire évidemment ardemment le Rassemblement national. Donc ça lui fait 2 atouts très importants qui vont lui offrir une bienveillance de la part du Rassemblement national. On n'est pas du tout dans le même rapport de force. Donc ça, c'est un vrai atout, je pense. D'accord. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce qui s'est passé donc, hier soir, c'est-à-dire après une conférence de presse sur la situation à Mayotte, François Bayrou s'est envolé pour Pau au conseil municipal. Hein. Il avait d'ailleurs réaffirmé son indépendance en appelant à repenser la loi sur le non-cumul des mandats. Est-ce que vous ne pensez pas que cette déclaration pourrait quand même offrir à l'opposition une fenêtre de tir pour le critiquer? Moi, je pense que les fenêtres de tir, il y en a assez comme ça. Il y a le budget qui va forcément arriver sur la table très vite. C'est autrement plus important que cette petite polémique, au fond. Permettez-moi de faire une parenthèse, mais il y a déjà 3 ministres à Mayotte. Si François Bayrou y va, ça veut dire que les autres sont nuls, alors ils ne sont pas capables de dire ce qui ne va pas, de constater. On a quand même le ministre de l'Intérieur qui est sur place, le ministre des Outre-mer. Emmanuel Macron va s'y rendre une fois que la situation sera un petit peu apaisée. Je pense d'ici quelques jours. L'intérêt d'aller à Mayotte maintenant, franchement, il n'est pas primordial. D'ailleurs, pas plus que l'intérêt d'aller à Pau présider le conseil municipal. Je pense que il serait resté à Paris, continuer ses consultations, parce que l'urgence, quand même, pour le pays se trouve à Paris. Je pense que ça aurait été mieux, quoi, tout simplement. D'accord. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup pour ces précisions. Héloïse Drouet, vous avez tendu l'oreille pour analyser les manifestations des différents bords politiques. Quelle réaction du côté de la gauche? Alors, les membres de la France Insoumise ont réagi à vif. Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement, a immédiatement indiqué qu'il déposerait une motion de censure, ajoutant que cette nomination était tout simplement un bras d'honneur à la démocratie. Le Parti socialiste d'Olivier Faure a de son côté demandé au Premier ministre de ne pas utiliser l'article 49.3, en échange de quoi pas de motion de censure, mais ils en ont aussi profité pour rappeler qu'il se continuera à se positionner dans l'opposition. Et l'extrême droite ne compte pas faire barrage ? Eh bien non, le Rassemblement national a laissé entendre qu'il donnerait sa chance au futur gouvernement. Il n'y aura pas de censure a priori, a déclaré Jordan Bardella. Quant à Éric Ciotti, président du groupe Union des démocrates pour la République à l'Assemblée, il a affirmé son respect pour François Bayrou, lui indiquant qu'il n'y aurait pas de censure de son côté non plus.
tout en glissant quand même une référence à la folie fiscale d'Emmanuel Macron qu'il ne faudrait surtout pas mener à bout. Et François Bayrou a-t-il quand même trouvé des soutiens ? Oui, bien sûr. Si Laurent Wauquiez, côté républicain, a conditionné son soutien à la feuille de route de François Bayrou, Valérie Pécresse, elle, l'a tout simplement félicité. Et enfin, dans le camp présidentiel, de Gabriel Attal à Roland Lescure, ils sont nombreux à avoir manifesté leur soutien et leur confiance au nouveau Premier ministre. Très bien, merci Héloïse. François Tonneau, ces réactions de l'opposition vous surprennent ? Non. Pas ? Non, pas du tout, au contraire. Chacun est dans son rôle. On voit bien que les insoumis, de toute façon, ne s'appellent pas insoumis pour rien. Ils veulent rien entendre, ils veulent pas négocier. Un bras d'honneur à la démocratie, ça fait partie de la sémantique de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Que le Rassemblement national accorde sa bienveillance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. François Bayrou leur plaît, un peu plus que Michel Barnier, qui incarnait une forme de conservatisme qu'ils aimaient moins. Après, le bloc central, de toute façon, n'a pas le choix, quoi. Il s'en tire quand même plutôt pas mal pour un parti qui, aux législatives, était arrivé après les autres, après le Rassemblement national, après la gauche, continuer à faire installer à Matignon un Premier ministre du centre. C'est un joli petit exploit, quand même. Merci beaucoup François. On vient donc de voir que certaines personnalités politiques soutiennent le nouveau Premier ministre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors pour amadouer ses confrères, François Bayrou lance une opération séduction. Salut Lise. Salut. Est-ce que tu pourrais nous dessiner un petit peu les contours de cette opération séduction ? Ouais, et elle a commencé dès lundi avec des consultations de l'ensemble des dirigeants de l'opposition qui ont été invités à passer quelques heures à Matignon. Donc il y a eu le Rassemblement national, Ensemble, le Parti socialiste, les Républicains, les écologistes, le Modem, Horizon, l'IOT, le PCF et même l'ex-LR Éric Ciotti. Donc tout le monde y est passé, sauf du coup la France Insoumise qui a refusé l'invitation. Donc le but pour François Bayrou, c'était d'essayer de trouver des compromis pour s'assurer un soutien et donc éviter de connaître le même sort que Michel Barnier, donc une motion de censure. Le paysage politique, il a en effet pas vraiment changé en une semaine. L'Assemblée nationale est toujours divisée en 3 blocs. La gauche du Nouveau Front Populaire, le centre-droit composé donc d'Ensemble et des Républicains, et puis le Rassemblement national. 3 blocs qui sont difficilement réconciliables. Et donc pour éviter un énième changement de Premier ministre, il y a plusieurs membres de la majorité qui ont proposé un pacte de non-censure, donc avec le soutien de membres à gauche comme à droite. Mais bon, il y a des conditions qui vont devoir être respectées et qui sont discutées donc depuis vendredi. D'accord, et qu'est-ce qu'il en est du coup de ce pacte de non-censure ? Est-ce que tous les partis jouent le jeu ? Pour l'instant, pas tout à fait. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Seule la France Insoumise a officiellement annoncé qu'elle déposerait une motion de censure, donc ça représente 71 voix. C'est loin des 287 nécessaires, mais les autres partis n'assurent pas encore leur soutien et surtout ils n'excluent pas la censure. Pour conclure un quelconque pacte, les différentes forces de l'Alliance de gauche demandent des engagements sur le fond et une renonciation à l'utilisation du 49.3. Le PS notamment est ouvert au compromis et donc à un pacte de non-censure, mais il faut qu'un chemin soit ouvert, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et quant au RN, qui a été l'un des acteurs principaux de la chute du gouvernement Barnier, il ne renonce pas non plus à la censure, même si la chef du parti est sortie de son entretien avec François Bayrou plutôt satisfaite. Elle alerte s'il y a des lignes rouges qu'il ne faudra pas franchir. Seule la droite donc des Républicains et le centre, donc alliés d'Emmanuel Macron, assurent qu'ils ne voteront pas donc la chute d'un gouvernement. Voilà, François Bayrou, il est déjà sous pression, sans certitude, avant un vote qui va être crucial, celui du budget pour 2025. Merci. Merci beaucoup Lise. François Tonneau, vous y croyez, vous, éviter une motion de censure, trouver un consensus au sein de ce gouvernement, ça paraît possible ? Ça paraît possible parce que, au fond, plus personne n'a le choix. On est arrivé à une crise politique là, assez grave, avec une loi spéciale qui permet d'avoir un budget, mais avec des conséquences sur la fiscalité, sur les aides aux entreprises, sur les aides aux agriculteurs, etc., qui sont quand même pas très bonnes pour la population. Et je pense que personne ne pardonnerait au Parlement de jouer à nouveau avec la motion de censure. L'idée de la non-censure face au 49.3, à l'abandon d'un 49.3, pourquoi pas, ça peut marcher. Si ça marche pas, en tout cas, je vois pas vraiment comment ils pourraient faire, quoi. À moins de changer radicalement
de majorité, de l'ancrer très à gauche, mais ça paraît très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions, honnêtement. C'est un peu la dernière chance là, qu'incarne François Bayrou. Et comme Emmanuel Macron, de toute façon, ne partira pas, malgré les demandes de démission de certains, il vaut mieux essayer d'y croire. Et comment, à votre avis, on peut trouver une entente cordiale au sein de ce nouveau gouvernement? Comment sur rien. Tout bouge parce que rien ne bouge. Il va falloir qu'ils trouvent des plus petits dénominateurs communs. Sur le budget, c'est pas très très compliqué. C'est sûr que dès qu'ils vont vouloir toucher à la réforme des retraites, à des sujets sensibles comme la fin de vie, ça va être très compliqué. Donc le mieux, je pense, pour éviter de trop tousser, c'est de mettre la poussière sous le tapis. Peut-être de trouver des consensus sur la loi d'orientation agricole, par exemple, où tout le monde est d'accord, plus ou moins. Et puis voilà, se contenter de ça, quoi. De toute façon, ça va être difficile de faire mieux. Il y a un budget à refaire, ils ont 70 jours, je crois, pour le faire. Ça va nous amener jusqu'au mois de mars. Et après, on sera plus très très loin d'une possibilité de dissoudre à nouveau. Si d'ici là, il y a consensus, ça peut passer, quoi. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des révolutions, c'est évident. Pas de réforme, il ne se passera pas grand-chose. Très bien. C'est la fin de cette deuxième partie de ce live. Peut-être derrière votre écran, vous avez des réactions, des interrogations. Nous sommes ici pour y répondre. Tamara, des questions? Je me permets de regarder en direct dans le live. Donc on a une question. Est-ce que François Bayrou a les épaules pour composer un gouvernement avec des poids lourds? Elle est drôle la question. Les épaules avec les poids lourds, ouais. Oui, il est costaud, hein, c'est un Béarnais. Il élève des chevaux, donc. Mais ouais, il a les épaules, bien sûr. Vous l'avez dit au tout début, François Bayrou, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans la vie politique, donc il connaît tout le monde. Il est lui-même un poids lourd de la politique française, c'est évident. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher des gens qui soient costauds? Le problème, c'est que des poids lourds comme lui, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Je ne voudrais pas faire offense à Gérard Larcher, mais c'est peut-être l'un des derniers, à tous les sens du terme, de l'ancien monde. Aujourd'hui, quand on parle de poids lourds, on pense à qui? On pense à Bernard Cazeneuve, qui a été un peu Premier ministre de François Hollande à la fin de son mandat. Bon, on pense à qui? À Xavier Bertrand, qui a été maintes fois ministre sous Sarkozy. Il n'y en a plus tant que ça, des poids lourds au sens où on l'entendait avant, quand justement il y avait le cumul des mandats et il y avait une espèce comme ça de monstres politiques dans chaque région. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. En revanche, il est capable, oui, d'aller chercher à gauche, d'aller chercher à droite, d'aller chercher des gens qui sont en responsabilité et qui sont capables de tenir un ministère régalien. Oui, ça, il en est capable. C'est sa mission d'ailleurs. On y revient juste après. Donc vous êtes toujours sur le live des Masters de journalisme de l'EJCAM. On passe maintenant du coup à cette prochaine troisième partie et dernière sur les perspectives d'avenir, y compris par rapport au gouvernement. On continue d'analyser ensemble la situation politique de la France. Donc François Bayrou a reçu hier les différentes forces politiques à Matignon, c'est aussi le cas aujourd'hui. Le but, bien évidemment, c'est de trouver une solution pour former un gouvernement viable qui sera en mesure de faire passer le budget. Déjà, est-ce qu'on peut espérer avoir un gouvernement avant Noël? Sous le sapin, un gouvernement sous le sapin? Comme cadeau, quand même. Oui, je pense qu'on peut y arriver. Michel Barnier avait quand même mis plusieurs semaines à constituer le sien. C'est pas évident parce que je pense, d'après ce qu'on en sait, François Bayrou veut renouveler complètement. Il se peut que malgré tout, certains comme Sébastien Lecornu ou l'inénarrable Rachida Dati restent sur leur portefeuille. Mais l'idée, c'est quand même de redonner un peu d'air à tout ça, quoi. La question, c'est à peu près la même qu'au moment de Michel Barnier, essayer d'attirer des poids lourds, des personnalités de gauche. C'est ça qui va prendre du temps, je pense. Parce que le Parti Socialiste, notamment, va être très exigeant. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un congrès en début d'année prochaine et que sur leur capacité à incarner un parti de gouvernement se joue aussi l'avenir du PS et son congrès pour ses différentes personnalités. Donc ils vont être très exigeants. Si on en a avant Noël, c'est bien. Ouais. C'est bien.
Oui, parce que Bayrou a annoncé qu'il voulait vraiment que des poids lourds, hein, entre guillemets, pour son gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui s'imposent? On pense par exemple à Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, a priori, qui veut garder son poste. Ouais, bah ouais. Il l'a rencontré vendredi soir, je crois. Je ne sais pas quelle est la teneur de l'entretien, mais Bruno Retailleau, si vous voulez, lui, il surfe sur 3 premiers mois qui ont plutôt été pas mal vécus par les Français, qui recherchent comme ça des personnalités qui incarnent un peu la droiture, la sécurité, la fermeté. Et ça arrange quelque part Emmanuel Macron et le bloc central d'avoir un Bruno Retailleau avec eux, parce que c'est une forme de rempart politique, si vous voulez, contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est très à droite comme ça et qui rassure les Français, au fond, eux, dans leur logiciel, ils se disent les Français vont se dire tiens, on n'a peut-être pas besoin d'une Marine Le Pen, alors Retailleau fait l'affaire. Donc c'est fort possible qu'il reste. Le problème s'il reste, c'est qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui vont dire non, mais s'il y a Retailleau dans le gouvernement, là les mecs, on n'y va pas, quoi. On est désolé, mais on ne peut pas, quoi. Alors bon, pourtant il y a eu l'épisode avec Didier Migaud, il s'est très bien passé, on se souvient, ils sont venus à Marseille nous faire un magnifique spectacle sur Yaka Faucon, la sécurité. Ça a servi strictement à rien, mais politiquement c'était vachement intéressant à observer, quoi. Ça veut dire que c'était possible au fond. Donc peut-être qu'un Bernard Cazeneuve viendra s'associer à un Bruno Retailleau. Mais en même temps, un gouvernement avec des forces politiques opposées, c'est un petit peu essentiel pour avoir un gouvernement justement de réconciliation qui fonctionne et puis à terme faire passer le budget. Vous avez dit le mot en même temps. C'est un mot très macronien, mais c'est vrai que s'ils veulent effectivement réussir cette espèce d'union nationale autour de quelques projets, il vaut mieux qu'ils aient une majorité qui soit la plus large possible. Le but de Bayrou, c'est élargir le socle commun de Michel Barnier. Donc, et pour ça, il faut aller chercher plus loin. Donc ça signifie peut-être aussi travailler que sur des projets, pas sur une politique, une vision générale. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat également. On pense peut-être parfois à la démission d'Emmanuel Macron. Ça serait envisageable ou pas du tout? C'est une question... Oui, non, mais tout est envisageable, évidemment. C'est possible. Enfin, la Constitution le permet, en tout cas. Le problème, c'est que vous avez parlé d'Emmanuel Macron, que c'est hors de question pour lui de partir la tête basse, quoi. Jusqu'au bout. Oui, non, il ira jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a un immense orgueil, qui est toujours persuadé qu'il peut réussir quelque chose, qui peut réussir sa mission. Il voudra surtout pas partir par la petite porte. Et puis ça signifierait aussi laisser les clés de l'Élysée à Marine Le Pen. Je dis Marine Le Pen, tant que l'élection présidentielle n'a pas eu lieu, on ne peut pas trop s'engager, mais elle est la grande favorite dans ces cas-là. Sauf si elle est rendue inéligible par... pas avoir budget sur le prochain exercice, c'est problématique. Qui aura lieu le 31 mars, dans ce cas-là, ça rebattrait complètement les cartes, mais pour Emmanuel Macron, c'est même pas envisageable, quoi. Je vous propose qu'on continue cette partie un petit peu plus tard, parce qu'on va l'aborder dans quelques minutes. Et si on parlait un petit peu économie? À cause de la motion de censure, le 4 décembre, le budget 2025 n'a pas été voté. Il a été repoussé, mais alors, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que la loi spéciale? Vous avez peut-être entendu parler de ça récemment. Nous avons fait appel à Alain Venditti, économiste, directeur de recherche au CNRS. Écoutez. Pas avoir budget sur le prochain exercice, c'est problématique, même si une loi spéciale a été adoptée hier qui permet de prolonger le budget 2024-2025. Il y a plusieurs difficultés, puisqu'il y a tout un tas de décisions budgétaires qui étaient en discussion, qui avaient été déjà mises sur la table depuis plusieurs mois, qui n'ont pas pu être adoptées. Ne serait-ce que l'ajustement chaque année des taux d'imposition sur le revenu en fonction des niveaux d'inflation, ça n'a pas pu être mis en place. Ce qui veut dire que la quasi-totalité des personnes qui sont imposées en France vont subir une augmentation des impôts automatique liée à la non prise en compte de l'inflation de l'année. Puis, il y a tout un tas de décisions de financement de services publics ou autres qui n'ont pas pu être validées, ce qui fait qu'on va reproduire pendant un certain temps le budget à l'identique et non, sans prise en compte d'une actualisation nécessaire par rapport à des objectifs précis de politique économique. Et un effet qui est beaucoup plus grave, à mon avis, c'est l'effet qui est lié à l'instabilité politique d'aujourd'hui, qui est très très mal interprété par les marchés financiers et qui a des répercussions immédiates en termes de nos capacités de financement et du coût de notre dette.
On l'a bien vu, les conséquences de la chute du gouvernement ont été une dégradation de la note de la France par Moody's vendredi soir. Et donc, une réaction des marchés avec une augmentation des taux d'intérêt qui sont réclamés sur la dette française. Donc, la crédibilité de la France est vraiment en jeu. On se retrouve dans une crise politique avec d'énormes tensions, des partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui proposent tous des solutions qui ne sont pas à la hauteur de la situation économique, qui font craindre par les investisseurs internationaux, ceux qui nous prêtent, que la situation de la France risque de non seulement pas s'améliorer, mais se détériorer. Donc cette crise politique, elle vient rajouter de l'incertitude à une situation qui était déjà initialement très dégradée. François Tonneau, d'après vous, c'est la priorité absolue de trouver un accord sur le budget ? Ah oui. C'est plus qu'absolu, c'est indispensable. Cette loi spéciale permet de reconduire les chiffres de l'exercice précédent, mais vous le savez, l'expliquait l'économiste, les barèmes d'imposition ne peuvent pas être indexés sur l'inflation avec cette loi spéciale. Ça veut dire qu'on va faire simple, mais en gros, il y a 17 millions de foyers fiscaux qui risquent de devoir payer plus d'impôts parce qu'ils changeront de tranche, sachant que les barèmes ne sont pas indexés sur l'inflation. Et pareil, il y a 400 000 ménages qui peuvent se retrouver à payer des impôts. Donc ça, c'est un vrai problème. La loi de finances telle qu'elle sera préparée et votée par le gouvernement Bayrou permettra de corriger ça. Mais il y a d'autres conséquences toutes simples. Par exemple, à partir du 1er janvier, à cause de cette loi spéciale, les tickets restaurants seront plus valables dans les supermarchés. Pour beaucoup de gens, c'est super important. Ouais, donc les Français risquent de le ressentir dans leur vie quotidienne. Les agriculteurs qui toucheront plus leurs aides. Bon, alors c'est une situation provisoire, encore une fois, c'est pas la fin du monde, mais bon, dans une période de crise où on a vécu une inflation forte, les gens en ont un peu marre de tout ça, quoi. Et voir que c'est juste lié à une instabilité politique, elle-même liée à des concours d'ego, c'est un peu... Et le ras-le-bol général, c'est peut-être le risque aussi de cette crise qu'on traverse, c'est d'arriver finalement à des manifestations et un ras-le-bol. Ce qui est surprenant, c'est que justement la rue reste calme, les syndicats ne bougent pas trop. On a connu des inflammations de la société française pour bien moins que ça. On se souvient de la crise des Gilets jaunes, on se souvient des manifestations sur les retraites qui ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes à Marseille pendant des semaines, pendant 12 semaines je crois. Là il ne se passe rien, c'est plutôt calme. Alors est-ce qu'on peut parler de trêve des confiseurs? Je ne sais pas, mais on n'a pas eu de rentrée sociale particulièrement agitée non plus. Je pense qu'il y a une vraie lassitude chez les Français. Et c'est peut-être même plus grave au fond parce que c'est signe que la démocratie est vraiment malade, quoi. D'accord. On l'a bien compris, du coup la crise politique finalement elle fait que renforcer les problèmes économiques du pays, et on a le sentiment qu'on se trouve un petit peu dans une impasse au niveau du fonctionnement de nos institutions. Maëva, est-ce qu'il y a une solution miracle pour sauver la 5e République? Tu m'en proposes une? Question très complexe, Capucine, parce que depuis 6 mois, on le voit, la politique en France, c'est quand même très très compliqué. Et pour rater ça, il fallait vraiment fermer les yeux, se boucher les oreilles ou vivre tout au fin fond de la Creuse. Désolée pour ceux qui y habitent. Parce qu'on en a parlé, mais on assiste en ce moment à un moment de vie politique complètement fou. Il y a eu l'effondrement du parti présidentiel, le RN qui arrive loin en tête des élections européennes, une dissolution de l'Assemblée nationale, le président des Républicains qui s'associe avec l'extrême droite en soum-soum, comme ça là, la gauche déchirée depuis des années qui reconstitue un front républicain aussi solide que le bateau des Vikings dans Astérix et Obélix, le renversement d'un gouvernement par une motion de censure, et enfin un 4e Premier ministre en un an. Waouh! Ça, je pense que même Netflix n'aurait pas osé. Et nous, en fait, dans tout ça, comment on fait pour y voir un peu plus clair ? Parce qu'on a un président qui perd le match, et ça 2 fois, mais qui refuse de l'admettre. On a des premiers ministres qui s'enchaînent en essayant de faire ce qu'ils peuvent sans aucune marge de manœuvre et sous peine de se faire virer ou de se faire censurer. Et à côté de ça, à l'Assemblée, ça hurle. Ça hurle au lieu de débattre avec nos députés qui en arrivent pratiquement aux mains. Ça reste discutable. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser notre machine à prendre des décisions qu'on appelle 5e République ? On l'a adoptée en 1958 et aujourd'hui, on constate qu'elle s'est enrayée et pas qu'un peu. Vous allez me dire, c'est normal, avec l'âge, l'arthrose, c'est normal. Mais
Là, en réalité, les présidences d'Emmanuel Macron ont aussi montré les limites de notre système semi-parlementaire, soit un pouvoir vertical qui nous en a donné le vertige. Parce que oui, à la manière d'un gâteau au chocolat, je suis désolée, j'avais faim quand j'ai écrit cette chronique, les pouvoirs législatifs et exécutifs sont divisés en parts entre les députés, le Premier ministre et le Président de la République. Mais là, ce qu'on peut questionner, c'est l'équité entre ces parts. Parce qu'on a un président qui peut se permettre de passer au-dessus de l'Assemblée nationale en appuyant sur le gros bouton rouge de la dissolution. Donc la solution pour toi, c'est la 6ème République ? Alors, ces événements, ils nous poussent à réfléchir davantage à la bonne application de l'article 20 de notre Constitution, qui explique que c'est le Premier ministre qui gouverne. Mais dans les faits, ces derniers mois, on voit que c'est le président qui a donné le la. Et là, ici, on trouve que c'est pour le moins curieux que la vie quotidienne de près de 70 millions de gens soit liée autant à l'avis et aux décisions d'une seule et unique personne. Mais voilà. Enfin, le problème, c'est que nos responsables politiques sont peut-être trop occupés à se tirer la couverture à eux-mêmes. Chacun veut un chef de gouvernement de son propre parti. On a vu un Jordan Bardella qui se voyait déjà Premier ministre de cohabitation et un Jean-Luc Mélenchon qui se frotte comme ça, encore et toujours les mains, avec son idée de 6ème République. On est d'accord, un changement est nécessaire, ça c'est clair. Mais de là à changer de République, certains diraient qu'il ne faut pas pousser mémé, d'autant plus qu'on oublie de dire que notre Constitution, celle qu'on a en ce moment, elle est flexible. Et sûrement assez pour tendre vers un système beaucoup plus parlementaire, comme nos voisins en fait, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, par exemple, qui l'utilisent. Mais pour que ça marche, il ne faut pas se leurrer. La mentalité politique française, elle doit évoluer. C'est fini les irréductibles râleurs, comme le disait Tony Estanguet pendant les JO. Il va falloir faire place au compromis dans notre assemblée, sans majorité, si on veut avancer. Alors, maintenant, ce qui reste à voir, c'est si nos responsables politiques arriveront à faire dégonfler leur ego et leur melon pour passer les portes et la jouer collectif. Super. Merci Maëva, vous ne mâchez pas vos mots, vous dites les termes. Exactement. Merci beaucoup pour cet éclairage. L'année 2024 a été marquée par le recours plusieurs fois à l'article 49.3, une motion de censure, une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais alors, la France est-elle devenue ingouvernable ? La 5ème République est-elle toujours un régime qui fonctionne ? On se le demande. Nous avons demandé aussi l'avis d'Olivier Roucan, politiste, constitutionnaliste et enseignant-chercheur. Écoutez. Le système de partis politiques est relativement déstructuré. Les partis sont eux-mêmes assez fragiles, assez fragmentés. Ils sont nombreux. Ils obtiennent des représentants à l'Assemblée nationale. C'était déjà le cas en 2022. Et puis, après la dissolution, c'est encore le cas puisqu'il y avait 11 et il y a désormais 12 groupes parlementaires. Donc cette représentation très plurielle rend le soutien, le fait majoritaire, c'est-à-dire le soutien d'une majorité assez stable à un gouvernement difficile. Or, c'est la condition pour qu'un Premier ministre, des ministres puissent décider de politique publique et préalablement puissent décider d'un budget. Ou bien les acteurs s'adaptent à la situation et ça demande d'adopter de nouvelles pratiques, qu'il s'agisse du président, sans doute aussi du Premier ministre et des députés. Soit il y a des raisons de penser que nous pourrions en effet multiplier les expériences. Ce serait inédit sous la 5e République. Dire 6e République, c'est faire de la communication. On peut très bien, par exemple, insensiblement changer de régime ou de système politique sans changer la Constitution, c'est-à-dire en avoir une pratique dominante différente de celle qu'on connaissait avant. Et du reste, depuis le quinquennat, c'est un peu déjà ça. Dire 6e République ou vouloir absolument changer la Constitution, ça n'est pas forcément
gage d'un véritable changement de système politique et réciproquement. Bon, en attendant de savoir si Sixième République ou pas, la prochaine grande échéance politique, ça reste quand même 2027, hein, avec l'élection présidentielle. François Tonneau, déjà, pour revenir simplement sur la Sixième République, c'est une opération de com, comme l'explique Olivier Roucan dans la vidéo. C'est ce que vous partagez, cet avis? Non, moi je pense pas. Effectivement, c'est un disque un peu rayé chez Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas trouvé autre chose depuis pas mal d'années. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un vrai choc pour notre démocratie. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de petites mesurettes qu'on ne tient pas. Emmanuel Macron avait promis la proportionnelle, avait promis l'utilisation du référendum. Il l'a fait dès 2017, il l'a redit dans les grands débats qui étaient des vastes opérations de communication. Après la crise des Gilets jaunes, et puis ça n'a jamais eu lieu, donc il faut un choc, il faut quelque chose qui permette de passer à autre chose, quoi. Voilà. Olivier Roucan, on dit que c'est de la com, mais peut-être qu'on a besoin justement de quelque chose de symbolique, de fort. Tu me dis, voilà, on passe, on change de régime, quoi. C'est-à-dire, fin de la verticalité, fin de ce régime ultra-présidentiel. Effectivement, la Ve République est souple, elle l'a rappelé, mais si on y allait vraiment, quoi, peut-être que ça nous ferait du bien, quoi, parce que là, combien 50% de gens qui vont pas voter, enfin, il faut faire quelque chose, quoi. Donc vous seriez plutôt partisan d'une Sixième mais sans République. forcément l'attribuer à Jean-Luc Mélenchon, quoi. Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon disait la République c'est moi, bon bah non, il n'y a pas que lui en vérité, hein. Il y en a d'autres. Et comment Emmanuel Macron va gérer ces 2 prochaines années de mandat jusqu'à 2027 finalement? Alors déjà, je voudrais dire qu'avant la présidentielle, il y a quand même des élections extrêmement importantes en France qui vont être les élections municipales, qui risquent de reformer une géographie politique en France. On risque d'avoir un rassemblement national, enfin on risque, il y en a plein qui l'espèrent, on peut avoir un rassemblement national qui acquiert une dimension supplémentaire en montrant une capacité à diriger des communes, donc une capacité à gouverner. Pour le moment, on a des députés qui sont parfaits dans leur rôle, qui ne bougent pas, qui mettent leur cravate bien droite, mais qui ne prouvent pas grand-chose politiquement. Si pendant un an, dans les communes, on voit de nouveaux maires Rassemblement national réussir leur début de mandat, ça va donner des idées aux électeurs. Et je pense que de cette élection-là, de ces élections municipales où les gens votent, on pourra vérifier le chemin, quel sera le chemin pris par la démocratie pour arriver jusqu'à la présidentielle 2027. Et là, vous verrez que ça changera tout, quoi. Emmanuel Macron va faire du Macron, il va essayer de faire de la communication, il va disparaître, puis il va apparaître, il va tenter des coups, il va essayer de surprendre, il ne perd pas de vue qu'il aimerait bien changer l'Europe, et donc peut-être il a des visées européennes importantes pour l'après 2027, c'est quelqu'un qui est jeune, donc il a encore de l'ambition. Mais la République, elle, je pense, va devoir passer par l'étape intermédiaire des municipales avant de se projeter sur la présidentielle, qui de toute façon, voilà, c'est une espèce de grand capharnaüm médiatique. Parce que, donc là, vous parlez des municipales et de la possible réussite du Rassemblement national, mais il y a un sondage IFOP qui est sorti mercredi dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Marine Le Pen, hein, qui progresse justement dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle. Est-ce que ça veut dire que l'affaire des assistants parlementaires du RN qui est en cours actuellement, elle n'a pas de répercussions immédiates finalement sur son avenir politique ? C'est certain, et ça c'est aussi une des conséquences de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. On arrive aujourd'hui dans une espèce de Trumpisation des esprits, où on considère qu'au fond, c'est pas parce qu'il a donné l'assaut sur le Capitole, en gros, quoi, que c'est un mauvais garçon, c'est pas parce qu'il a payé une prostituée pour qu'elle se taise que c'est un mauvais garçon. Marine Le Pen, on verra quel sera le verdict, mais il ne faut pas oublier que François Bayrou a été accusé de la même chose, il a été relaxé. Donc pour les gens, c'est pas important, quoi. Ils s'en fichent, quoi. Ils voient juste une personnalité. 2027, ça sera comme à chaque élection présidentielle, le rendez-vous d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Marine Le Pen, pour le moment, elle coche toujours plein de cases. Les gens l'aiment bien pour plein de raisons. Et parce qu'elle a une façon de parler, de leur parler, qui ressemble justement à celle de Trump. C'est une sémantique très directe.
rien à voir avec les envolées lyriques d'Emmanuel Macron. Donc, elle plaît aux gens, quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive. Si elle est inéligible, par contre... Mais imaginez simplement qu'en 2026, une ville comme Marseille soit dirigée par le Rassemblement national. Là, ça change tout, quoi. Et en même temps, ce que les électeurs du RN, peut-être que je me trompe, mais ce que les électeurs du RN apprécient aussi chez Marine Le Pen, c'est quand même cette transparence et puis cette critique qu'elle faisait des politiques et de la corruption des politiques. Là, en l'occurrence, elle baigne dedans. Oui, main propre, opération tête haute, main propre, c'est comme en Italie. Et puis on s'aperçoit que le parti, en se notabilisant, et c'est ce qu'elle a cherché à faire pendant des années, il tombe exactement dans tous les travers des autres partis. Donc la notabilisation du Rassemblement national est passée. Désormais, il s'agit de banalisation. Cette banalisation, elle se concrétise aussi par ce genre d'affaires. Longtemps, le Front National puis le Rassemblement national ont eu du mal à trouver des financements. On se souvient des tentatives auprès de banques russes qui n'ont pas été franchement la meilleure inspiration qu'ils ont eue. Là, ils ont cherché à truander un peu l'Union européenne, qu'ils n'aiment pas de toute façon, mais en tout cas, donc, ils sont bien contents de toucher les subsides. Ouais, c'est un parti comme un autre, hein, au fond. Ceux qui imaginaient que c'était des grands chevaliers blancs en sont pour leurs frais, mais de toute façon, on est aujourd'hui, je vous le dis, passé à autre chose, quoi. Les gens s'en fichent, clairement. Vous pensez ? D'accord. Très bien, nous sommes déjà quasiment à la fin de ce live Twitch, mais il y a quand même beaucoup de questions dans le chat. Alors, une première question, pensez-vous que la stabilité, on y parviendra et est-ce que c'est possible pour la fin de ce mandat d'Emmanuel Macron ? Vous me laissez regarder ma boule de verre ? Non, j'en sais rien, j'espère. La stabilité, on l'a quand même, mine de rien. On parle beaucoup d'instabilité politique, mais regardez, on n'arrive pas à faire voter le budget, on arrive à éviter le shutdown comme aux États-Unis. On a quand même des lois spéciales, on a une constitution qui est hyper solide, on arrive quand même à nommer un Premier ministre qui va réussir à nommer un gouvernement. C'est assez relatif, quoi, comme instabilité politique. C'est pas comme pendant la 4ème République, il y a eu 22 Premiers ministres en 12 ans. Bon, il y en a certains, ils venaient, ils se suivaient comme ça, c'était un peu hop, à moi, à toi. Mais c'est parce que les institutions sous la 4ème République étaient particulièrement fragiles. La réussite de De Gaulle et de Debré en faisant cette constitution, c'est qu'ils ont permis un régime semi-présidentiel qui résiste à énormément de tentatives, quoi. Enfin, souvenez-vous des 22 ou 23 49.3 d'Elisabeth Borne, ça a fait tanguer le navire, c'est clair. Il y a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation, notamment à l'extrême gauche, et puis ça a tenu, quoi. Donc on peut espérer trouver le calme un petit peu d'ici. Le calme, on ne trouvera pas, mais en tout cas, on va arriver à naviguer, quoi. Tout à l'heure, elle prenait l'image du bateau des pirates d'Astérix. Heureusement, c'est pas ça, quoi. On est quand même dans un pays où la stabilité est présente. On se rend compte que les marchés financiers dégradent la note, mais la dégradent non plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on passe pas de A+ à C-, on passe de A+ à A2, moins 3C, X, Y. Enfin, bon, ça va, quoi. C'est tout ça, il y a quand même beaucoup de bluff là-dedans. Et dans le chat, on nous parle énormément de la démission de Macron, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous pouvez nous le rappeler, c'est complètement exclu cette possibilité. Moi, je suis pas à sa place. Je ne le conseille pas non plus. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver, quoi. Il démissionne, il lâchera pas le morceau. C'est pas dans son style, c'est pas sa personnalité. Il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Et il laissera certainement pas les clés de l'Élysée à un de ses adversaires politiques qui sont honnis pour lui, quoi, hein. Donc, non, ceux qui en rêvent, je suis désolé, mais je pense pas. Je propose qu'on finisse avec une dernière question dans le chat de Tanguy Gadin. En cas de nouvelle motion de censure, vers quel parti le président doit-il s'orienter pour espérer une coalition majoritaire et donc une France à nouveau gouvernable ? On va déjà essayer de laisser faire Bayrou, mais dans la mesure où le Rassemblement national a dit que de toute façon, ils ne viendraient pas à Matignon tant qu'ils n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, hop, déjà ça, c'est fait. Donc il reste quoi ? Il reste à gauche, là, clairement. Je pense que si François Bayrou échoue, Emmanuel Macron n'aura d'autre solution que de se tourner vers la gauche.
vraiment. Ça signifie, je ne sais pas, mais est-ce que ça va signifier aussi que les insoumis mettent un peu d'eau dans leur vin et soutiennent un gouvernement dirigé par le Parti socialiste avec des écologistes? C'est possible, hein. Ça paraît comme ça pour le moment assez invraisemblable au sens où la Macronie veut pas de ça, mais il va bien falloir à un moment essayer, quoi. Merci beaucoup en tout cas Merci François Tonneau d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de ce live politique. Merci à toi Carla et à tous notre intervenant, nos intervenants vidéo et nos journalistes. On remercie également Éléonore, Maëva, nos rédactrices en chef, Anthony, le chef d'orchestre de cette émission, Isa en régie, Tamara, Héloïse aux réseaux sociaux et on pense à Méline qui n'est pas avec nous mais qui faisait partie de l'équipe. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure. Et si vous avez raté une partie de l'émission, pas de panique, elle est disponible sur YouTube et les meilleurs extraits sont sur le compte Instagram de Logicam. À plus tard.